La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Société ouverte contre société fermée, mondialiste contre nationaliste. De très nombreux analystes ont eu recours à ce clivage pour commenter l'élection présidentielle française qui vient de se dérouler. Certains parmi les observateurs, comme parmi les acteurs politiques, vont même jusqu'à considérer et souhaiter que ce nouveau clivage vienne remplacer un clivage droite-gauche qu'ils déclarent obsolète. Mais ce prisme analytique est-il le plus pertinent pour comprendre ce qui se passe sous nos yeux? S'agit-il véritablement d'un clivage structurant? Ne peut-on pas plutôt y voir et sans d'aucune manière renvoyer dos à dos les deux candidats du second tour, les deux faces opposées d'un phénomène politique généralisé? C'est l'hypothèse du politiste Jean-François Bayard qui est aujourd'hui l'invité de La Suite dans les idées. Jean-François Bayard, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, vous avez travaillé sur à la fois la situation dans de très nombreux pays africains, mais aussi la Turquie. Et vous avez travaillé de façon théorique également longtemps au CNRS. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'université de Genève et vous dirigez aussi une chaire au Maroc, à Rabat. Vous publiez donc en ce moment aux éditions La Découverte l'impasse nationale libérale, globalisation et repli identitaire. Et puis je voudrais y associer un autre petit livre chez Cartala, Les fondamentalistes de l'identité. Ces deux livres marchent ensemble d'une certaine manière. Oui, forme diptyque, effectivement. Dans ce livre, vous prolongez un certain nombre d'analyses que vous avez esquissées déjà dans d'autres travaux et qui visent à comprendre cette fois de manière assez globale, parce que les références sont extraordinairement multiples, à la fois à la France bien sûr, à d'autres pays européens, mais à ce qui se passe dans ces pays et ces sociétés que vous connaissez bien au sud de la rive méditerranéenne, en Afrique ou même aux États-Unis. En fait, c'est la situation mondiale globale qui vous intéresse. C'est ce qu'on peut appeler la mondialisation. Et d'un autre côté, un certain nombre de phénomènes que l'on voit se produire dans des situations très différentes qui ont trait à une forme de repli identitaire, de nationalisme. Et l'idée forte de ce livre consiste à dire, au fond, il n'y a pas la contradiction qu'on croit entre ces deux mouvements. D'un côté, la mondialisation, de l'autre, le repli nationaliste. Au fond, il faut penser non seulement ensemble ces deux choses, mais voir ce qu'elles peuvent avoir de commun. Alors, en effet, je pense que nous réfléchissons un petit peu la tête en bas lorsque nous parlons de globalisation et nous sommes enfermés dans un raisonnement sous forme de jeu à somme nulle entre ce qu'on appelle donc la mondialisation d'une part et d'autre part la souveraineté nationale, le repli ou la crispation identitaire ou l'affirmation tout simplement, l'appartenance à des identités. Ce seraient les vases communicants. Quand l'un gagne, l'autre perd. Exactement. Alors qu'en fait, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout comme ça. Bon, par exemple, on nous présente l'affirmation identitaire comme une réaction à l'encontre de la globalisation, un petit peu, si vous voulez, comme l'huître se rétracte lorsque l'on met du citron, en l'occurrence du citron mondial, sur elle. Bon, ça ne marche pas du tout comme cela. Et ce que j'ai essayé de montrer, en ayant effectivement travaillé à la fois de manière théorique, de façon empirique, mais également à l'intérieur, à certains moments de ma carrière, de l'appareil d'État, par exemple au ministère des Affaires étrangères, même si mon analyse n'engage que moi et pas du tout. Vous avez été conseiller au centre d'analyse, enfin. Oui, j'ai fait partie du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2012. Donc, ça n'est pas simplement le point de vue éthéré d'un intellectuel. C'est quelqu'un qui connaît aussi un petit peu l'intérieur de la machine. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est de voir que la globalisation fonctionne sur le mode d'une triangulation. C'est un triangle en marche qui a, un peu sans allusion à l'actualité, et qui a trois sommets. Le premier sommet, c'est un sommet d'intégration. Intégration d'un certain nombre, mais pas de tous, d'un certain nombre de marchés, marché des capitaux, dans une moindre mesure marché des biens, mais également marché des idées, marché des croyances, avec l'évangélisation de l'Afrique par exemple au XIXe siècle, aujourd'hui la grande vague pentecôtisme, marché également des idées, par exemple le mouvement communiste international, qui était un mouvement d'intégration du monde, intégration d'un certain nombre de technologies,
technologies, Internet, etc. Bon, ça c'est le premier sommet du triangle. Le deuxième sommet du triangle, et c'est là où arrive le paradoxe, et je vais peut-être dérouter nos auditeurs, c'est l'universalisation de l'État-nation. L'État-nation n'est pas menacé par la globalisation, l'État-nation est un enfant de la globalisation depuis le 19e siècle. C'est l'une des caractéristiques de cette globalisation. C'est l'une des caractéristiques. Si vous prenez 1848, le printemps des peuples, l'idée nationale, simultanément, c'est le grand moment du libre-échange. Si vous prenez 1990, et vous voyez que je raisonne sur 2 siècles, et on ne peut comprendre... C'est une sociologie historique aussi que la Voilà, c'est une sociologie historique, et nous ne pouvons comprendre ce que nous vivons actuellement que si on restitue ces événements dans une période, disons, de 2 siècles. Bon. Si vous prenez 1990, la conversion de l'Union soviétique au capitalisme, l'Union soviétique ne se dissout pas dans le marché. Elle donne naissance à un système régional d'États-nations, États-nations qui sont animés par un fort nationalisme, comme nous le prouve tous les jours Poutine. Et un pouvoir politique fort. Et un pouvoir politique fort. Dans les années 1990, la Yougoslavie implose et elle donne naissance à un système régional d'États-nations ô combien nationaliste, avec d'épouvantables guerres civiles ou de guerres interétatiques. Donc l'universalisation de l'État-nation est une dimension de la globalisation, et même dans nos sociétés capitalistes développées, nous voyons bien comment la conversion des sociétés occidentales, des économies occidentales au néolibéralisme ne s'est nullement traduite par un affaiblissement de l'État. Jamais l'État n'a été aussi fort, jamais l'État n'a été aussi policier, et éventuellement il s'agit d'un absolutisme privatisé. Bon, par exemple, l'État français, comme la plupart des États européens et les États-Unis, ont aboli le droit constitutionnel en France du droit d'asile en confiant à une compagnie privée, Air France ou aux autres compagnies aériennes, le soin de vérifier à l'embarquement les visas d'accès à l'espace Schengen. Bon. Donc, comme on l'avait déjà vu au XVIIIe siècle, l'absolutisme peut être délégué à des opérateurs privés, les fermiers généraux au XVIIIe siècle, et aujourd'hui, les nouveaux fermiers généraux, ce sont les compagnies aériennes, les banques, qui transfèrent aux autorités policières nos flux de capitaux, nos informations bancaires, etc. Ou tout simplement Vélib, que nous empruntons en laissant notre carte bancaire et qui va dire éventuellement à la police où nous sommes allés et d'où nous venons, etc. Bon. Juste sur ce point, pour préciser, ça veut dire que ce serait une erreur de considérer, quand on cherche à comprendre l'articulation entre public-privé, qu'on serait dans un mouvement où finalement l'État se réduirait en confiant au privé des choses, c'est-à-dire qu'à la fois l'État peut déléguer, mais il ne faut pas perdre de vue que l'État reste dans bien des cas maître du jeu, de la régulation et détient des leviers extrêmement importants. C'est pas parce que les exécutants en quelque sorte sont dans le domaine privé. C'est une vision un peu trop simpliste des choses. C'est une vision simpliste, et par exemple Béatrice Hibou l'avait montré dans ses travaux sur la privatisation des États, sur la bureaucratisation néolibérale. C'est une idée simpliste, et l'État est maître des délégations. Il peut les donner, il peut les reprendre, et les autorités de régulation indépendantes n'ont indépendantes que le nom. Et par ailleurs, l'État aujourd'hui gouverne par l'édiction de normes, par le contrôle des normes, et bénéficie de ce flux d'informations que lui prodiguent les opérateurs privés. Lorsque la police ou la magistrature veulent obtenir les fadettes des compagnies privées de téléphonie mobile qui bénéficient de marchés à l'initiative de l'État, eh bien les compagnies privées s'exécutent. Et il en est de même de Facebook, etc., y compris par exemple à l'égard du pouvoir communiste en Chine. Donc n'enterrons pas trop vite l'État. Mais l'État se porte très bien, contrairement à ce qu'on dit. Alors, le troisième sommet du triangle, et les choses deviennent encore plus paradoxales, je le crains pour nos auditeurs, c'est que le repli identitaire, l'affirmation des identités, est une fonction au sens presque mathématique du terme de la globalisation ainsi comprise. Encore une fois, ce ne sont pas les identités qui se crispent parce que elles sont confrontées à cette menace de la globalisation. Les identités particularistes ont été produites par ce mouvement de globalisation, à la fois dans sa dimension intégratrice et dans sa dimension de souveraineté nationale. Quelques exemples pour être clairs. Toute la mode des terroirs en France, les
360 et quelques fromages, par exemple, ne sont pas l'expression du génie anhistorique, atemporel de la paysannerie française. Ces fromages ont été inventés dans le courant du 19e siècle, à la faveur de l'unification du marché, notamment par la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Deauville, qui a permis aux paysans normands d'abonder les halles de Paris, et par la construction d'un État-nation centralisé, dont l'idéologie était celle des petites patries, le Tour de France de 2 enfants. Les choses vont ensemble. C'est ce qu'ont très bien montré des historiens britanniques Eric Hobsbawm et Terence Ranger lorsqu'ils ont parlé au début des années 1980 de l'invention des traditions et la formation des États-nations, y compris en Europe centrale, a procédé par invention d'une culture nationale, d'une culture populaire atemporelle. C'est un petit peu l'effet Bartók en Europe centrale, mais il en a été très largement de même en Europe occidentale, avec le romantisme, Ivanhoé, l'invention de Vercingétorix, Viollet-le-Duc. Bon. Et donc, la mise en valeur du patrimoine, parce que vous citez ces travaux très importants de Terence Ranger et Hobsbawm, mais je pense aussi immédiatement au livre, je pense, important, publié par Luc Boltanski, Arnaud Esquire, en ce début d'année, qui s'appelle Vers l'enrichissement, où il montre comment l'économie a subi cette transformation et comment finalement cette économie financiarisée repose sur le storytelling et la mise en valeur du patrimoine, de l'histoire, de toutes ces inventions dont vous parlez à l'instant, Jean-François Bayard. Absolument, et nous restons au cœur du capitalisme, puisque l'on sait aujourd'hui que les grands monuments du patrimoine, les grands musées, sont aussi des machines à cash flow. C'est tout le débat, par exemple, sur la marchandisation de la culture, des musées, etc. Vous en avez un autre exemple qui est très intéressant qu'a analysé ma collègue Florence Bergeau-Blackler dans un livre récent, le halal. Bon. La consommation halal, en réalité, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas un phénomène pluriséculaire. Évidemment, les musulmans avaient une vague idée de ce qu'était le halal, mais vous n'aviez aucune prescription précise de la manière d'égorger des bêtes, etc. Et dans les années 1950, par exemple, les Algériens musulmans qui vivaient en France, ou aussi bien en Algérie, n'avaient aucun problème métaphysique au sujet du halal. Et d'ailleurs, nombre de consommateurs musulmans, par exemple au Maroc, allaient se servir chez des bouchers juifs. Bon. Et là, d'ailleurs, il y avait une différence par rapport au kasher, qui lui renvoie à une tradition beaucoup plus ancienne. Le halal, en réalité, n'apparaît que dans les années 1980-1990, dans un contexte géopolitique, la rivalité entre l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran, devenue islamique donc à la faveur de la révolution de 1979, mais également dans un contexte de néolibéralisme, de capitalisme néolibéral, qui procède par production de normes. Et le halal, c'est devenu une espèce d'industrie agroalimentaire qui obéit à la logique de la certification, avec la bénédiction et dans le cadre de l'Union européenne, et dans un contexte purement capitaliste, et bien entendu dans un contexte de mondialisation du marché, d'intégration du marché. Donc là, c'est très intéressant parce que cette intégration du marché halal renvoie à des politiques qui sont des politiques nationales. Le rôle, par exemple, de la Malaisie dans le développement de ce marché halal à l'échelle mondiale, mais également très rapidement le rôle du Brésil, qui devient un gros producteur, contre toute évidence, enfin contre toute logique apparente, devient un gros producteur de viande halal à l'échelle globale. Et bien entendu, le halal, c'est aussi un mode d'affirmation identitaire, par exemple, de personnes vivant en Europe occidentale, d'origine musulmane ou converties à l'islam. Donc on voit très bien, à propos de cet exemple du halal, comment la globalisation consiste non pas un jeu à somme nulle entre l'intégration mondiale d'une part et d'autre part la souveraineté nationale ou l'affirmation identitaire, mais bel et bien comme un effet de triangulation. Je voudrais revenir à ce que je disais en commençant cette émission, Jean-François Bayard, l'idée selon laquelle désormais le clivage structurant de la vie politique française, mais aussi dans d'autres pays, serait celui qui oppose les tenants d'une société ouverte aux tenants d'une société fermée. Au fond, cela structurerait désormais notre manière de faire de la politique. Et vous y voyez, me semble-t-il, si je vous ai bien lu, parce que vous parlez pas dans ce livre de l'actualité la plus immédiate, mais ce livre nous fait réfléchir, nous permet de penser cette actualité immédiate. Vous soulignez à quel point, au fond, ce
type de catégorisation, ce type d'opposition, c'est d'abord et avant tout un écran qui nous empêche de voir véritablement les forces sociales qui sont à l'œuvre, les grands mouvements qui opèrent non seulement dans la société française, mais à l'échelle de la planète entière, en fait, Jean-François Bayard. Oui, alors on peut prendre des exemples dans l'actualité qui est très riche de ce point de vue. Je rappelle simplement que cette triangulation globale, je propose de la caractériser en termes de national-libéralisme. Je sais que le terme est déplaisant, gênant. Je l'assume complètement parce que je pense que le rôle du chercheur est d'empêcher de penser en rond. Et que un petit peu de poil à gratter permet justement d'exciter l'imagination scientifique. Alors qu'est-ce que vous entendez par national-libéralisme? Alors le national-libéralisme, il entretient avec le libéralisme le même genre de rapport que le national-socialisme avec le socialisme. Et c'est un petit peu la recette du pâté d'alouette. Alors on peut prendre une comparaison encore plus triviale. Au fond, le national-libéralisme, c'est un cocktail. C'est un cocktail dans lequel vous allez avoir du national, voire du nationalisme, et puis du libéralisme. Et si on dit les choses de manière extrêmement polémique, très souvent le national-libéralisme fonctionne de la manière suivante. Le national pour les pauvres, par exemple le débat sur l'identité nationale qui est jeté en pâture à la populace par Nicolas Sarkozy lors de son mandat. Et puis le libéralisme, ce sont les choses sérieuses, ce que fait le même président Sarkozy en tant que président de la République aux affaires, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Bon. Le national-libéralisme, c'est donc un cocktail. Et vous allez avoir des barmen qui vont forcer un peu sur le libéralisme, sans négliger quand même la composante nationale. Monsieur Macron, par exemple. Monsieur Macron lance sa campagne présidentielle implicite en allant faire ses dévotions à Orléans à Jeanne la Pucelle, et au mois d'août en allant au Puy du Fou, superbe exemple d'invention de la tradition au sens de Hobsbawm Ranger. Mais bien entendu, Monsieur Macron est un libéral, c'est le sens de la loi qui porte son nom, il ne s'en est jamais caché, il le revendique même, il vient de la banque d'affaires, il a servi à Bercy et l'orientation de sa politique économique est tout à fait claire. Si vous prenez Madame Le Pen, elle va forcer sur le national, mais en gardant une très grande ambivalence à l'égard du libéral, puisque à la fin de la campagne électorale, nous n'avons toujours pas compris si elle était vraiment contre l'euro ou prête à composer. Et puis on sait bien que le Front National était très divisé sur le plan de la politique économique, tout d'ailleurs comme en Suisse, les prétendus centristes de Christian Blocher, qui sont à la fois furieusement libéraux, mais qui exaltent l'identité nationale suisse, le folklore, Guillaume Tell. Parti d'extrême droite comme le Front National. Qui est un parti d'extrême droite, mais qui lui alors est sur une ligne économique très clairement libérale. Monsieur Valls est un barman un petit peu différent. Bon, on pourrait évidemment égrener tous les candidats heureux ou malheureux aux élections. Monsieur Fillon est intéressant parce qu'il met en avant cette idée de roman national. Donc il nous invente un roman national tout à fait fantastique où il y a une espèce d'enchaînement parfait entre les cathédrales, la Renaissance, la Révolution française, la Grande Guerre, etc. Il oublie simplement, bien entendu, c'est un roman national qui est complètement édulcoré à l'eau de rose. Il oublie que Louis XVI a été guillotiné, ainsi d'ailleurs que Robespierre. Les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, c'est la même chose. Les collabos et les résistants, c'est la même chose. Tout cela procède du grand roman national. Donc c'est un peu un national-libéralisme en tweed, furieusement libéral dans le domaine économique, mais qui flatte le conservatisme catholique. Tout d'ailleurs, comme Madame Thatcher était ultra-libérale, introduisant et imposant le néolibéralisme en Europe, mais simultanément déclenchant la guerre ô combien nationaliste des Malouines. Donc on voit bien, si vous voulez, que l'emblème du national-libéralisme, c'est la chauve-souris. Voyez mes ailes, je suis un oiseau, voyez mon corps, je suis un mammifère. Et tout le partenariat public-privé que vous évoquiez tout à l'heure, dans le secteur des affaires, dans le New Public Management, a également pour emblème la chauve-souris, les ailes privées et le corps public. Donc toujours pour analyser l'actualité, ça voudrait dire, Jean-François Bayard, qu'on aurait tort de se dire finalement il y a d'un côté l'univers public, de l'autre l'univers privé, il y a d'un côté la haute fonction publique, les serviteurs de l'État, et puis de l'autre les acteurs économiques puissants, que ce soit les banques d'investissement ou les grandes sociétés du CAC 40. Au fond, cette vision
vision du monde qui ferait le partage entre le privé et le public, passerait à côté de cette réalité bigarrée, en quelque sorte, que vous décrivez. Très largement. Le pantouflage, comme l'on dit en France, c'est-à-dire le passage de hauts fonctionnaires de la République française dans le secteur des affaires, est déjà très ancien. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Mais on tape beaucoup sur Monsieur Macron en disant ancien banquier d'affaires, etc. Mais Georges Pompidou l'a été. Monsieur Emmanuelli l'était. Donc, oui, on voit très bien. Pour comprendre ces phénomènes, il faut les inscrire dans une histoire longue. Il n'y a pas de nouveauté radicale. Il peut y avoir une accentuation de certains. La banque, je vais peut-être, pardonnez-moi de déformer son nom, mais la banque d'Indochine, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, était dirigée par un monsieur dont le frère était secrétaire général du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Donc toute l'entreprise coloniale française, mais aussi bien britannique ou néerlandaise, a reposé sur ce mélange des genres où allaient de pair, la main dans la main, des intérêts privés et des intérêts publics. Et je ne veux surtout pas en revenir à une espèce de marxisme vulgaire. Alors prenons Trump. Trump se pose en national-libéral. Il exalte une identité ethno-confessionnelle de l'Amérique des années d'avant les Civil Rights. Donc il exalte l'identité WASP, le protestantisme, et comme son maître Samuel Huntington, si tant est d'ailleurs qu'il n'en ait jamais lu une ligne, il prétend que les latinos, s'ils veulent s'intégrer, doivent se convertir au protestantisme et au protestantisme évangélique, parce qu'ils ne sont pas vraiment dignes du puritanisme. Donc on a toute cette exaltation identitaire d'une certaine Amérique, mais simultanément, il nomme au Trésor un banquier de Jeffrey Sachs. Et on voit très bien d'où vient Monsieur Draghi. Je ne veux absolument pas dire cela dans une perspective complotiste pour jeter l'infamie, frapper d'opprobre des personnalités tout à fait imminentes du monde public, mais l'on voit bien que nous sommes dans un régime d'hybridation dont, je le répète, la chauve-souris est le véritable emblème. Est-ce qu'en France, on n'a pas encore plus de mal à comprendre ça parce qu'on reste imprégné, au fond, par une vision du monde qui est très fortement structurée par le fait qu'il y a d'un côté le droit privé, de l'autre le droit public, qu'il y a cette tradition de droit public française qui, je dirais, au-delà du monde juridique, irrigue une sorte de philosophie dans laquelle il y aurait d'un côté le public, de l'autre le privé. L'intérêt de ma discipline, la sociologie historique et comparée du politique, c'est de montrer comment l'universalisation procède par réinvention de la différence. Et nous devons comprendre la mondialisation, la globalisation, dans l'historicité propre des sociétés. Il y a bien sûr une singularité française, et l'un des exercices les plus vains auxquels s'essayent nos dirigeants ou nos responsables politiques depuis une vingtaine d'années, c'est d'essayer de gommer cette spécificité française en essayant de l'américaniser ou de l'anglo-saxoniser, je prends la responsabilité de ces horribles néologismes, et d'essayer de faire changer d'histoire la France. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme cela. Et la conversion d'un pays à l'économie néolibérale compose avec des réalités historiques de longue durée. Nous le voyons en France avec les phénomènes que vous évoquez, et il ne faut pas oublier qu'en France, l'aventure capitaliste est toujours passée par ce que l'on nomme le colbertisme, et il n'y a jamais eu de jeu à somme nulle entre la puissance souveraine de l'État et l'hubris du capital. Mais si on regarde du côté de la Russie, la conversion de la Russie au capitalisme dans les années 1990 est également passée par des logiques de pouvoir qui s'inscrivent bien entendu dans la continuité de l'histoire soviétique. De même que Georges Pompidou, Monsieur Emmanuelli, Monsieur Macron ont servi la banque d'affaires, et bien Monsieur Poutine a servi le KGB. Et il y a donc une résilience, comme on dit maintenant, il y a une historicité propre des sociétés, et ce qui fait toute la difficulté d'ailleurs de la construction européenne, mais également de notre compréhension de la construction européenne, c'est que ces historicités singulières ne sont nullement à raser par la construction européenne. Pensez d'ailleurs que dans ce marché unique, il n'y a pas un droit unique de la propriété, au sens capitaliste du terme, dans le marché unique.
britannique, européen. L'on voit très bien à nouveau cette tension entre les trois sommets du triangle, le sommet de l'intégration, le sommet de la souveraineté nationale qui prévaut encore dans la définition de la propriété privée. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est quand même pas rien. On est dans le capitalisme. Bon. Et le troisième sommet de l'affirmation identitaire, du grognement identitaire par rapport à l'Europe sous la forme de mouvements populistes, par exemple. Alors, ce que vous décrivez comme national-libéralisme, vous le qualifiez, dès le titre de votre livre, d'impasse. D'abord, c'est une impasse pour la compréhension, c'est-à-dire que les catégories qu'on emploie, celles qui structurent le débat public, l'espace public, et la dernière élection présidentielle en a encore offert un exemple, sont des catégories qui nous empêchent de voir véritablement les phénomènes que vous essayez de décrire. J'ai envie de vous demander comment on sort de cette impasse. Est-ce que c'est d'abord en portant un diagnostic plus précis, plus juste de ces phénomènes historiques complexes, qu'on se donne une petite chance, en nommant mieux, en qualifiant mieux, en décrivant mieux, de refaire de la politique autrement ? C'est l'optimisme désespéré du chercheur que je suis que de le penser, ou en tout cas d'essayer d'y contribuer. Et c'est effectivement en nommant bien les choses que l'on peut espérer progresser. Je dois dire que autant je suis comblé en tant qu'auteur ou en tant que chercheur par la destinée de mes livres, ce sont quand même des sujets sur lesquels je travaille depuis au moins le milieu des années 1990, autant j'éprouve une très grande frustration civique, tellement la classe politique, le débat public, et même, il faut le reconnaître, à quelques exceptions près, dont celle de votre émission, parce que vous m'aviez déjà reçu lorsque j'avais publié en 2012 un petit livre sur sortir du national-libéralisme, et nous n'en sommes évidemment point sortis. Donc nous voyons très bien comment aujourd'hui nous avons de la peine à penser à nouveau frais l'impasse dans laquelle nous sommes. Et l'impasse aujourd'hui, elle est d'abord d'ordre intellectuel. Effectivement, nous n'arrivons pas à nous démêler de cette logique à jeu à somme nulle qui nous interdit de poser les véritables problèmes. Et de ce point de vue, la France est caricaturale, elle vit dans une espèce de schizophrénie, elle est un pays qui est profondément inscrit dans le capitalisme mondial, elle en tire profit, elle reste quand même la 5e ou la 6e économie mondiale, et d'un autre côté, elle vit cette globalisation sur un mode obsidional. Donc il y a une parfaite schizophrénie. Mais je voudrais dire également que plus fondamentalement, le national-libéralisme nous renvoie à la tragédie du passage d'un monde d'empire qui savait gérer la diversité, notamment ethnique, à un monde d'États-nations, des États-nations capitalistes, mais la capitalisation des identités, l'inscription des identités dans un contexte capitaliste avec notamment un droit exclusif de la propriété foncière modifie complètement le sentiment d'appartenance. Et le prix à payer, c'est la purification ethnique. Nous y sommes toujours, du génocide des Arméniens en 1915 à ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Nous sommes dans la même logique, nous n'en sommes pas sortis et il y a là une impasse tragique. En passant bien sûr par l'ex-Yougoslavie, il y a tout un tas d'analyses sur la politique étrangère dont on n'a pas parlé autant qu'on aurait pu, mais il y a beaucoup de choses dans ce livre, dans cet essai Jean-François Bayard, l'impasse nationale libérale, globalisation et repli identitaire, qui paraît à la découverte. On retrouve la référence bibliographique de ce livre-là et de l'autre sur la page de la suite dans les idées.